Bonjour, donc aujourd'hui dans l'UE pathologie infectieuse, nous allons traiter du paludisme qui est une pathologie parasitaire. Donc cette pathologie, je vais l'aborder très classiquement. Vous aurez une description du parasite et pour que cette pathologie ait lieu, il faut un vecteur. Donc là aussi, nous verrons un petit peu le rôle du vecteur dans la transmission de cette pathologie à l'homme. Nous poursuivrons ensuite par de l'épidémiologie pour voir un petit peu les zones où nous avons cette pathologie, voir l'impact social et nous poursuivrons ensuite avec le cycle parasitaire, un cycle parasitaire sur lequel j'insiste puisque c'est à travers ce cycle qu'on arrive à comprendre beaucoup de choses, notamment quelles sont les stratégies de diagnostic et de traitement à mettre en œuvre. Donc ce cycle parasitaire sera très important. Et nous poursuivrons avec la clinique et le diagnostic. L'aspect thérapeutique sera traité plus tard. Donc, les parasites, puisque la paludisme est une infection due à un parasite, ces parasites appartiennent à l'embranchement des protozoaires. Protozoaires qui, je vous rappelle, sont des êtres unicellulaires. Ils appartiennent aux apicomplexa. Qu'est-ce que c'est que des apicomplexa? En fait, ce sont des parasites qui ont un ADN chloroplastique, c'est-à-dire une origine végétale. C'est important à retenir car ça peut être, là vous verrez aussi, une cible thérapeutique puisque les cellules humaines n'ont pas cette origine végétale. Donc, quels sont les parasites responsables de paludisme? Ce sont le genre Plasmodium. Chez l'homme, il existe en fait actuellement 5 espèces. Nous avons l'espèce Falciparum, l'espèce Vivax, Ovalée, Malariée et la toute dernière, Knowlesi, que l'on vous parlera peu, qui en fait était une espèce présente chez les singes et qui depuis quelques années semble passer chez l'homme puisqu'il y a eu quelques cas répertoriés surtout en Asie et même des cas mortels. Donc retenez que le paludisme est dû à un parasite du genre Plasmodium. Parasite veut dire quoi? Vous l'avez déjà vu. Parasite veut dire qu'il y a besoin d'un hôte. Donc cet hôte peut être facultatif ou obligatoire. Dans le cas du paludisme, Plasmodium, cette espèce, a besoin nécessairement d'un hôte puisqu'il s'agit d'un parasite intracellulaire. Ce parasite, donc chez l'homme, sera dans les cellules. Et dans quel type de cellules? Les globules rouges. C'est à ce niveau-là qu'on verra ce parasite et donc vous comprendrez les conséquences pathologiques et également vous verrez que ça a une importance pour faire le diagnostic. Donc nous avons vu quel était le parasite responsable de paludisme. Un autre acteur pour que cette pathologie ait lieu, c'est le vecteur. Le vecteur, c'est lui qui va infecter l'homme et donc qui va transmettre le parasite à l'homme et donc l'homme ensuite fera la pathologie. Donc ce vecteur a un rôle essentiel dans le développement de cette pathologie. Et donc quel est ce vecteur? En fait, pour le paludisme, il s'agit de l'anophèle femelle. Donc l'anophèle est un insecte et beaucoup à la femelle parce que c'est elle qui a besoin de piquer l'homme pour avoir un repas sanguin. Et ce repas sanguin est nécessaire à la maturation de ses œufs. C'est pourquoi l'anophèle femelle est capable de transmettre le parasite à l'homme qui fera ensuite une pathologie. Donc dans la nature, il existe à peu près 400 espèces d'anophèles. 40 espèces sont capables de véhiculer le paludisme. En effet, seul chez ces 40 espèces, un cycle parasitaire peut se faire et donc pourra être capable de transmettre le parasite à l'homme lors de la piqûre. Donc vous comprenez que pour que cette pathologie ait lieu, il faut que le moustique puisse vivre et surtout avoir ce cycle parasitaire. Donc pour cela, il faut de l'eau et des températures assez élevées puisqu'elles doivent être supérieures à 16 ou 21 degrés en fonction de l'espèce parasitaire. Nous verrons ensuite donc les zones, mais sachez maintenant que cet anophèle est un petit moustique qui va piquer au coucher du soleil. Donc là aussi, dans l'écologie de ce vecteur, il est important de retenir cette information, car lorsque l'on verra les stratégies de lutte contre cette parasitose, il faudra penser à se protéger essentiellement au moment du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil.
pour information, sachez qu'il existe bien d'autres insectes et si vous faites piquer, les autres espèces ne sont pas responsables de la transmission du paludisme. Vous avez peut-être entendu parler d'autres espèces comme le culex ou l'Aedes, qui sont également des moustiques responsables de transmission d'autres pathologies et qui ont des cycles de piqûres qui peuvent être le jour ou la nuit. Pour Plasmodium, il s'agit donc seuls des anophèles qui vont transmettre ce parasite et elles piqueront à la tombée du jour. Donc cet anophèle joue un rôle important dans la transmission de ce paludisme. Et je vous ai indiqué que c'était les zones humides. Vous voyez sur cette image que l'adulte va pondre ses œufs et que le développement de ses œufs se fait dans l'eau, d'où l'importance de l'eau dans le cycle du moustique. C'est pourquoi dans les stratégies de lutte, il faut réduire au maximum ces réservoirs d'eau. Et notamment dans ces régions où il y a des saisons des pluies, on va voir qu'au moment de la saison des pluies, il y a des réservoirs comme les petites coupelles, des pots de fleurs qui sont propices au développement des œufs de moustiques et donc favoriser le développement des insectes. Les carcasses de voitures qui traînent un peu partout sont également, malheureusement, des sources de développement des moustiques. Et vous voyez ici dans les rizières également riches en eau. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte, ces réservoirs, ces gîtes larvaires, dans une stratégie de lutte contre le paludisme. Essayez de réduire au maximum ces gîtes larvaires. Donc du coup, où va-t-on trouver du paludisme? Le paludisme est endémique dans certaines régions, et vous l'avez compris, ce sont dans les régions tropicales, où il y a chaleur et humidité. Dans ces régions tropicales, un continent à haut risque, c'est l'Afrique. C'est en Afrique que l'on va rencontrer le plus de cas de paludisme et surtout des cas mortels. Une autre région à retenir, c'est l'Amérique du Sud et l'Asie, où on va trouver également du paludisme. Les autres régions ou continents sont indemnes de paludisme et vous pouvez voir sur cette carte que dans certains pays, il y a eu une élimination du paludisme. Par exemple, en France, jusque dans les années 60, il y avait des cas de paludisme, mais par assèchement des marécages, il y a eu diminution et éradication de cette pathologie. Donc les 3 continents sur lesquels on va retrouver du paludisme, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie. Donc le paludisme, on le retrouve dans 109 pays. Je vous ai dit les continents les plus touchés. Donc cela représente plus de 2 milliards de personnes qui peuvent être concernées par cette pathologie. Donc vous voyez que c'est vraiment une grosse pathologie et parasitaire. Si vous avez vu des pathologies infectieuses, souvent on met de côté les parasitoses. Le paludisme doit être considéré à sa hauteur puisque vous voyez qu'il peut toucher plus de 2 milliards de personnes. Et surtout, on répertorie dans le monde plus de 500 cas de paludisme par an. Et encore faut-il savoir que les cas répertoriés ne sont pas forcément très bien répertoriés, car dans ces pays en voie de développement, on n'a pas les mêmes structures que l'on peut avoir en France pour répertorier les cas. Tout ça pour aboutir malheureusement à plus de 1 million de morts par an. On dit qu'en Afrique, il y a un enfant qui meurt toutes les 30 secondes du paludisme. Donc vous voyez, c'est une maladie qui représente un véritable fléau, qui a des conséquences socio-économiques. Et c'est pourquoi on essaye de trouver des stratégies de lutte, mais pour l'instant, on est encore peu efficace. En France, que représente le paludisme? Puisque je vous ai dit que c'était surtout dans les zones tropicales et qu'en France, il n'y avait plus de cas de paludisme. En fait, on voit en France des cas de paludisme, ce sont essentiellement des cas importés et on répertorie, grâce à un centre national de référence, 7000 cas environ de paludisme par an. Donc la France représente le premier pays d'Europe en cas de paludisme. Est-ce parce qu'on a un meilleur système pour répertorier? C'est une interrogation, mais en tout cas, vous voyez que ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est une parasitose qu'on peut voir dans les services hospitaliers et chez les médecins. Il faut y penser, même si c'est quelque chose qui est peut-être moins fréquent que d'autres pathologies infectieuses.
Dans ces cas de paludisme, il faut savoir que 90% de ces cas proviennent de sujets qui ont été en Afrique. C'est pourquoi j'ai insisté tout à l'heure sur le continent africain. Donc des gens qui ont fait un séjour en Afrique vont revenir en France et faire leur paludisme. Ces personnes qui ont fait des séjours en Afrique, ce sont bien sûr des voyageurs pour le loisir, pour des affaires professionnelles, mais c'est surtout dans 75% des cas des sujets migrants, c'est-à-dire des sujets Ces personnes pensent être protégées du paludisme parce que quand ils vivaient, ils avaient acquis une certaine immunité qui leur permettait de ne plus développer de paludisme grave. Et cette immunité, qui s'acquiert très lentement, se perd rapidement. C'est pourquoi ces personnes pensent être protégées, mais après avoir vécu minimum 2 ans, voire même des fois moins, au bout d'1 an, quand on retourne dans ces zones endémiques, on n'est plus protégé par son immunité et on peut donc faire des cas de paludisme grave. C'est pourquoi ces personnes doivent, comme toute personne qui n'a jamais vécu en zone d'endémie, prendre une chimioprophylaxie. Un dernier chiffre, en France, le paludisme représente 20 cas mortels par an. Donc vous allez me dire, par rapport à d'autres pathologies, c'est pas grave. Mais c'est toujours 20 cas que l'on peut éviter. Et donc, il faudra mettre des traitements, des mesures prophylactiques adéquates pour essayer de réduire les cas de paludisme et les cas de mortalité. Donc, en France, vous l'avez compris, le paludisme, c'est du paludisme d'importation. On a une augmentation de ces cas de paludisme depuis quelques années, dû au fait, comme vous le savez, qu'il y a une augmentation des échanges vers ces zones endémiques, puisqu'on a de plus en plus de gens qui vont voyager pour les loisirs, qui vont dans le domaine de leur travail, et donc ça augmente le risque de développer une infection à Plasmodium. Parmi les cas répertoriés en France, donc les chiffres sont basés essentiellement sur 4 espèces, puisque la dernière espèce Knowlesi est toute récente, donc elle ne rentre pas dans les calculs et les chiffres. Mais ce qu'on voit, donc, que les cas importés sont dus essentiellement à Plasmodium falciparum, puisqu'ils représentent 85% des souches retrouvées dans le cas d'un paludisme d'importation en France. Donc maintenant que nous avons vu un petit peu le parasite et le vecteur et où on pouvait voir des cas de paludisme, quelles étaient les différentes zones endémiques et les cas importés qu'on avait en France, on va essayer de voir la multiplication du parasite chez l'homme. Et donc, je vais vous présenter ce cycle parasitaire. Donc ce cycle parasitaire, vous l'avez compris, peut se faire chez l'homme et peut se faire chez le moustique. Nous allons donc commencer à voir le cycle parasitaire chez l'homme afin de comprendre la symptomatologie et voir comment agir après en termes de thérapeutique. L'homme se contamine donc par une piqûre de moustique. Le vecteur, donc le moustique, va administrer lors du repas sanguin une forme parasitaire qui est la forme sporozoïde. Donc la forme sporozoïde est la forme parasitaire transmissible à l'homme, la forme infectante. Ce sporozoïde a la capacité d'aller rapidement, en quelques minutes, au niveau du foie et d'envahir l'hépatocyte. Donc une première phase intrahépatique où le sporozoïde donc va pénétrer dans l'hépatocyte, se multiplier, puis cette multiplication va aboutir à une lyse de l'hépatocyte et libération d'une nouvelle forme parasitaire qu'est le mérozoïte. Ce mérozoïte va donc sortir du foie et va envahir le globule rouge. Et donc maintenant, on va avoir un cycle érythrocytaire qui est responsable de la symptomatologie. En effet, pendant la phase hépatocytaire, c'est une phase silencieuse où on n'aura pas de signes cliniques. Donc ce mérozoïte qui est libéré va pénétrer dans les hématies. Il va prendre différentes formes. D'abord une forme anneau, puis une forme trophozoïte, qui est une évolution
du premier stade, puis la forme schizonte qui correspond à la multiplication du parasite dans l'hématie. Et ce schizonte va envahir l'hématie qui va conduire à son éclatement et à la libération de nouvelles formes parasitaires qui sont les mérozoïdes. Ainsi, le cycle est fini et donc les mérozoïdes vont recommencer à envahir de nouvelles hématies. Donc, une phase hépatocytaire silencieuse, une phase érythrocytaire qui va être responsable de la symptomatologie. Ces cycles érythrocytaires se font régulièrement, se répètent régulièrement. Donc, selon les espèces, le cycle se fera sur 2, 3 ou 4 jours. Et lorsqu'il y a une répétition de ce cycle, vont apparaître de nouvelles formes parasitaires que sont les gamétocytes. Cette forme parasitaire est importante à retenir car c'est la forme qui, lorsqu'elle est ingérée par le moustique, va pouvoir évoluer chez le moustique sain et donc donner ensuite un moustique infecté qui sera capable de contaminer une nouvelle personne. Donc au niveau des formes parasitaires essentiellement à retenir, le sporozoïde qui est la forme infectante qui va aller au niveau du foie, la forme trophozoïde et schizonte qui sont des formes érythrocytaires et la forme gamétocyte qui est la forme qui va être infectante pour le moustique et qui est la forme sexuée du parasite. Chez le moustique, j'irai beaucoup plus rapidement. Donc, on a vu que le cycle parasitaire peut avoir lieu chez l'anophèle, chez certaines anophèles, et ce cycle s'appelle ce qu'on appelle la sporogonie. Donc, le moustique s'infecte avec le gamétocyte en piquant l'homme contaminé. Ce gamétocyte va donner des oocystes qui vont migrer dans différentes régions pour aboutir finalement au sporozoïde qu'on retrouvera dans la glande salivaire du moustique qui sera infecté lors du repas sanguin. On voit à partir de ce cycle que le parasite se trouve au niveau du foie et au niveau des hématies. Donc on va essayer de comprendre maintenant quelle est la physiopathologie de cette infection à Plasmodium. On a premièrement un envahissement des hématies, où le parasite va se multiplier et conduire à la lyse des hématies. Donc première conséquence, une lyse importante des hématies qui va aboutir à une anémie. La deuxième phase, c'est que l'on va voir une modification des caractéristiques des hématies, qui vont alors exprimer à leur surface des molécules d'adhérence. Et donc, on va avoir un mécanisme de cytoadhérence au niveau des capillaires qui vont conduire à une obstruction. Et donc, au niveau des organes, on va avoir un dysfonctionnement d'organes selon où se situe cette cytoadhérence. Ça peut être cérébral, ça peut être au niveau rénal, au niveau hépatique, au niveau splénique. On peut aussi observer pendant cette infection une réaction immunitaire. Et vous savez que les réactions immunitaires en infectiologie permettent d'éliminer le parasite. Mais on va voir en détail quelle est la conséquence donc de cette réponse immunitaire vis-à-vis de Plasmodium. Cette réponse immunitaire va engendrer une protection ou au contraire des manifestations pathologiques. Pourquoi ? Plasmodium est donc un parasite qui a des antigènes parasitaires. Il va donc activer tout le système immunitaire, les lymphocytes, les macrophages, d'un côté. Et ce parasite est également capable de produire des pigments que l'on appelle hémozoïnes. Et ça aussi, ça va activer le système immunitaire. Donc ces deux voies d'activation vont aboutir à la sécrétion de TNF. Et le TNF joue un rôle primordial dans cet équilibre de réponse immunitaire. En effet, si la dose de TNF produite suite à cette infection est faible, on aura une protection. Le système immunitaire sera donc capable de détruire les hématies parasitées. À l'inverse, si cette dose de TNF produite après infection est trop élevée, on va avoir une augmentation des molécules d'adhérence sur les hématies et donc le phénomène de cytoadhérence.
on va avoir des anomalies de l'érythropoïèse, des anomalies de la phagocytose, et on va avoir des conséquences au niveau des organes. Et notamment, ce TNF va induire la fièvre, tout comme l'hémozoïne également capable d'induire la fièvre. Avant de décrire les signes cliniques suite au phénomène de physiopathologie que l'on vient de voir pour Plasmodium, je voulais quand même vous rappeler les circonstances de survenue d'un paludisme. Donc la première circonstance, et je l'ai insisté, c'est le paludisme d'information suite à un voyage en zone d'endémie. Mais il faut cependant ne pas oublier qu'il existe quelquefois des cas de paludisme autochtone. Qu'est-ce que ça veut dire paludisme autochtone? Cela veut dire que les sujets n'ont pas voyagé et vont pourtant contracter en France, en métropole, un paludisme. Ce sont essentiellement les paludismes d'aéroport. Donc ce sont des gens qui vivent à proximité ou qui sont sur l'aéroport qui vont pouvoir développer malheureusement un paludisme. Pourquoi? Parce que ils vont se faire piquer par un moustique. Ce moustique va passer de la zone d'endémie, arriver sur le sol français par avion. Et donc, si les conditions climatiques sont favorables, le moustique va pouvoir survivre en France. Il existe pourtant une réglementation pour éviter que les anophèles voyagent dans l'avion, puisque vous savez, si vous avez un peu voyagé vers ces zones d'endémie, qu'il y a un système de désinsectisation en cabine. Vous voyez les hôtesses de l'air qui vont répandre dans tout l'avion des insecticides. Malgré tout, il arrive que certains anophèles contaminés arrivent sur le sol français et donc vont pouvoir aller piquer des personnes vivant aux alentours des aéroports. Et ce sont donc des personnes qui vont faire un paludisme autochtone. L'autre cas, c'est le paludisme transfusionnel ou à la suite d'une greffe. Là aussi, des gens qui ont été en zone d'endémie peuvent revenir avec du plasmodium. Ce plasmodium, je ne vous l'ai pas expliqué, mais peut vivre un certain temps dans l'organisme humain, sans pour autant qu'il y ait des manifestations. Et donc ces gens, s'ils font un don de sang, peuvent transmettre des hématies contaminées. Bien sûr, il existe toute une réglementation pour dépister ces personnes porteuses de plasmodium. Mais comme vous le savez, la sécurité 100% n'existe pas dans le domaine médical. Il arrive parfois, malheureusement, que du sang contaminé par plasmodium soit transfusé. Il en est de même pour les greffes. Une personne qui va faire don de ses organes et qui était contaminée peut contaminer un seul receveur. Bien sûr, là aussi, il y a toute une stratégie pour détecter les personnes porteuses de plasmodium afin en fait de mettre en route un traitement chez le receveur. Ce n'est pas une contre-indication à la greffe puisqu'on dispose de traitements efficaces pour éviter le développement de la maladie chez le receveur. Cependant, il arrive que malgré toutes les mesures de dépistage, on n'a pas identifié un donneur de sang ou un donneur d'organes contaminé et que le receveur ou les receveurs soient contaminés par plasmodium. Donc depuis 1996, il a été décrit en France 10 cas de paludisme post-transfusionnel et 4 cas de paludisme d'aéroport. Donc je vous en parle, mais vous voyez que c'est vraiment anecdotique, en 15 ans. Donc ça n'a rien à voir avec le paludisme d'importation où il y a à peu près 7000 cas par an. Donc cliniquement, comment va se manifester le paludisme? Le premier signe, c'est la fièvre. Donc cette fièvre apparaîtra après une période muette. Et je vous rappelle, cette période muette, c'est le moment où le parasite est au niveau hépatocytaire. Cette période peut aller de 7 jours à peu près 21 jours selon l'espèce parasitaire. Pour Plasmodium falciparum, qui est l'espèce qu'on rencontre le plus souvent et qui est l'espèce mortelle, le délai, cette période muette, représente 7 jours. Donc c'est un chiffre à retenir qu'on verra ensuite pour les stratégies thérapeutiques.
suite à cette période muette, le parasite va passer au niveau des érythrocytes. Et donc là, on va voir apparaître les premiers signes qui sont la fièvre. Au départ, on a une fièvre constante qui va durer pendant plusieurs jours. Puis, lorsque plusieurs cycles érythrocytaires vont s'être installés, on va avoir une fièvre en dents de scie. Ce pic de fièvre apparaîtra à chaque fois qu'il y aura des hématies. Donc, le paludisme se caractérise lors d'une primo-invasion par de la fièvre continue, des céphalées, il y aura également, ou des douleurs musculaires que l'on appelle myalgie. On peut parfois avoir des embarras gastriques. Donc cette primo-infection, primo-invasion, c'est ce qu'on appelle l'accès simple. Cet accès simple peut également correspondre à des accès palustres à fièvre périodique. Donc vous l'avez compris, c'est lorsque le parasite se multiplie plusieurs fois. Et donc là, on va avoir une fièvre qui apparaît en pic. Donc ces aspects où on a une fièvre continue ou en pic correspondent cliniquement à ce qu'on appelle l'accès simple. Et donc la stratégie thérapeutique correspondante sera mise en œuvre. Que voit-on en dehors de la fièvre? On voit apparaître progressivement, selon les espèces, une splénomégalie, c'est-à-dire une augmentation du volume de la rate. Donc du côté de l'hypochondre gauche, on va pouvoir sentir à la palpation cette rate et on voit chez les enfants, notamment les enfants africains, je vous rappelle une zone endémique importante, ces enfants vont avoir un gros ventre dû au fait que le parasite se multiplie et qu'on va avoir un infiltrat cellulaire au niveau de la rate et une rétention des macies infectées qui va conduire à l'augmentation de cette rate. L'autre signe, conséquence de la multiplication du parasite, c'est l'anémie. L'anémie, vous savez que le taux d'hémoglobine est en général de 12 à 13 décigrammes par litre. Ça, c'est la valeur normale. Chez les gens présentant un paludisme, on va avoir des taux beaucoup plus bas. On parlera d'anémie grave lorsque le taux sera inférieur à 7. Donc, comment va-t-on visualiser cette anémie? Donc, en France, on pourra faire une numération formule sanguine. Et dans les zones endémiques où on n'a pas forcément accès à la biologie, on regardera les conjonctives. Donc, pour voir les conjonctives et une pâleur chez les sujets noirs, il suffit de regarder au niveau de l'œil, on verra une décoloration de la conjonctive. Vous voyez également, je vous ai mis une photo d'un enfant et de sa mère. L'enfant est atteint de paludisme et vous voyez une pâleur au niveau de la paume des mains. Donc ce sont des signes cliniques très faciles à repérer sans avoir derrière toute une batterie de tests biologiques. Donc on peut déjà faire une première orientation clinique de cette pathologie. Donc ce sont des signes d'accès simple qui vont conduire à une stratégie thérapeutique à mettre en œuvre et qu'il faut mettre en œuvre très rapidement. Pourquoi? Parce que pour certaines espèces, et notamment pour l'espèce Plasmodium falciparum, il peut y avoir évolution vers un paludisme grave. Et ce paludisme grave peut aboutir en quelques heures à la mort. Quelques heures chez des sujets non humains, donc chez les voyageurs. En zone d'anémie, l'évolution sera un peu plus lente, mais quoi qu'il en soit, plus le diagnostic de paludisme est précoce, meilleure sera la réussite au traitement. Donc ce paludisme grave, il va falloir le repérer car derrière on mettra une autre stratégie thérapeutique. Donc comment se manifeste ce paludisme grave? Il existe différentes formes, dont une forme bien particulière que l'on appelle l'accès pernicieux ou neuropaludisme. C'est la même chose. Donc ce neuropaludisme n'est dû qu'à la forme Plasmodium falciparum. Les autres espèces ne sont pas capables de donner, heureusement, de paludisme grave. Donc là, il s'agit, comme vous le voyez dans le nom, d'atteinte au niveau cérébral. Souvent, on a une encéphalite fébrile aiguë. En quelques heures, donc, on va avoir malheureusement une évolution vers la mort due à une défaillance cérébrale.
On va avoir des troubles neurologiques, des convulsions, des troubles du tonus et une évolution vers la mort. Donc toujours une fièvre qui est associée, bien sûr, à ces manifestations. À côté de cette atteinte cérébrale, on entend très souvent parler donc de neuropaludisme, il y a aussi malheureusement possibilité d'atteinte d'autres organes, puisque le sang passe dans les différents organes. On a une défaillance d'apport d'hématie au niveau de ces organes et on peut avoir le phénomène de cytoadhérence qui va aboutir à un mauvais fonctionnement de différents organes comme le rein. Le rein est souvent atteint, on a souvent une insuffisance rénale. On peut avoir une hémorragie généralisée avec un syndrome intravasculaire disséminé. Donc vous voyez, le paludisme, c'est une atteinte multiviscérale. Et bien sûr, malheureusement, sans traitement, on va avoir une évolution vers la mort. Donc, outre le traitement parasitaire, il faudra également agir sur ces défaillances, sur ces dysfonctionnements d'organes. Donc, comment repérer ces signes de gravité? L'OMS a fait une classification. Et on parlera de paludisme grave si l'on voit un de ces signes cliniques répertoriés ici dans le tableau. Donc, on a les signes, les critères majeurs qui sont valables aussi bien en zone d'endémie qu'en zone non endémique. Donc, le neuropaludisme, bien sûr, un signe de gravité, les convulsions répétées, l'anémie sévère, donc je vous ai dit inférieure à 7 grammes par décilitre, l'insuffisance rénale, l'œdème pulmonaire, l'hémorragie diffuse, l'hémoglobinurie massive, donc ça facile à repérer au niveau des urines, ou l'acidose sanguine. Donc ça, ce sont les critères majeurs. À côté de ça, l'OMS a défini des critères mineurs pour les pays en voie de développement, pour les pays endémiques de paludisme, parce que ce ne sont pas les plus révélateurs. Mais il faut savoir pour que des sujets non humains, ces signes peuvent être déjà suffisants pour traduire un état de gravité. Donc l'hyperthermie ou l'hypothermie, en zone d'endémie, ce n'est pas un critère majeur, mais pour quelqu'un qui ne vit pas dans ces pays, pour lui, le signe de fièvre est déjà un critère de gravité. Modification de l'humeur, prostration, nubilation, il faudra agir rapidement. Parasitémie élevée, c'est pareil, en zone d'endémie, les gens ont l'habitude d'avoir des parasitémies élevées sans que derrière, on ait à agir rapidement parce que le paludisme peut évoluer longtemps avec une parasitémie élevée. C'est des sujets non humains avec une parasitémie supérieure à 4 ou 5%. C'est déjà très très grave. Donc on est là dans le cas d'un paludisme grave. L'ictère, c'est pareil. En zone d'endémie, un ictère, c'est souvent fréquent. Par contre, un sujet non humain, c'est un critère de gravité. Donc vous voyez, selon que ce sont des gens en zone d'endémie ou des sujets humains, on a deux définitions des critères de gravité. C'est pourquoi l'OMS les a classés en critères majeurs et en critères mineurs. Donc ces critères de gravité vont conduire à une stratégie thérapeutique adaptée à cette gravité. Donc, on a vu comment se manifestait cliniquement un paludisme. On va voir biologiquement comment faire le diagnostic. Donc, c'est à partir, en France, le diagnostic se fait, donc ce sont des critères surtout d'évocation de paludisme en France. Donc, à partir de la notion de fièvre et de voyage en zone d'endémie, il faudra penser paludisme. Bien sûr, je vous ai dit qu'il y avait une période de latence. Donc, si le moment où la personne a été en zone d'endémie et le moment où elle a ses symptômes de fièvre est de 2-3 jours, ce ne sera pas un paludisme. Je vous ai dit que la zone de latence était de minimum 7 jours pour l'espèce la plus rapide, c'est-à-dire Plasmodium falciparum. Donc, il faudra qu'il y ait ce délai. Si ce délai est plus court, il n'y aura pas de raison de penser à un paludisme. Mais si ce délai est supérieur à 7 jours, qu'on a une notion de fièvre et de voyage, il faudra absolument penser au paludisme et mettre en œuvre la biologie adaptée pour rechercher le parasite. Et cette recherche de parasite se fait en urgence. Si ça arrive un vendredi soir, il ne faudra pas attendre le lundi matin. Il y a des services de garde qui doivent réaliser dans les 2 heures le diagnostic de paludisme par la recherche du parasite dans le sang.
C'est un diagnostic d'urgence. Donc, comment, biologiquement, fait-on ce diagnostic d'urgence? Il existe différentes techniques. La première que je vais vous citer, c'est la goutte épaisse. Cette goutte épaisse est une technique de concentration qui a pour objectif d'essayer de voir le plus d'hématies parasitées. Technique de concentration va concentrer le nombre d'hématies à visualiser. Donc tout simplement, on va déposer du sang sur une lame et on va ensuite liser les hématies, puis colorer la lame. Comme il s'agit d'une goutte de sang, on a plusieurs épaisseurs de cellules les unes sur les autres. C'est pourquoi on appelle cette technique une technique de concentration. Et vous voyez que la sensibilité de cette technique est de 10 parasites pour 1 microlitre de sang. C'est une technique facile à mettre en œuvre puisqu'elle ne demande pas de matériel particulier. Par contre, il faut une certaine dextérité pour repérer les parasites sur une lame. Donc, dans l'exemple que je vous ai mis, il n'y a aucun souci puisque c'était un patient qui était fortement infesté. Donc, on voit quelques globules blancs qui ne sont pas détruits par le processus de lyse et des petits points qui correspondent aux parasites. Puisque l'hématie a été lysée, on ne voit plus que le parasite. Donc, cette technique permet de voir si le sujet est porteur de plasmodium. Mais on ne peut pas aller plus loin et c'est pour ça que d'autres techniques vont être mises en œuvre ensuite. À côté de la goutte épaisse, donc la technique de référence est assez facile à mettre en œuvre, mais il faut une certaine habitude. Or, les laboratoires, certains n'ont pas l'habitude de faire des diagnostics de paludisme. Je vous ai dit qu'il y avait 7000 cas répertoriés en France par an. Donc, certains laboratoires de biologie médicale on peut souvent apposer ce diagnostic. Donc, il existe une autre technique de concentration qui est peut-être plus facile pour visualiser les parasites. C'est la technique du QBC, donc technique de concentration du parasite également. Donc le principe est le suivant. Dans un petit tube capillaire, on va mettre du sang. Et ce tube capillaire va être centrifugé. Donc on va avoir une répartition des éléments sanguins en fonction de leur densité. Donc d'un côté, on va avoir le plasma, puis les hématies et ensuite les leucocytes. Dans ce petit tube capillaire, il y avait également de l'acridine. L'acridine orange, qui, je vous rappelle, est un intercalant de l'ADN. Donc du coup, dans la zone hématie, que l'on va visualiser sous un microscope à fluorescence, on va repérer les parasites. En effet, l'acridine est un intercalant et il est fluorescent. Donc sous microscope, s'il y a des parasites dans les hématies, on aura alors un spot fluorescent. En effet, je vous rappelle que les hématies n'ont pas de noyau. Donc normalement, on n'a pas de fluorescence. Les seuls spots de fluorescence qu'on verra, c'est dû à un noyau présent par la présence du parasite. Parfois, il faudra faire attention aux jonctions où on a des leucocytes. Les leucocytes ont des noyaux et seront fluorescents. Donc, bien repérer la zone d'hématie. Et c'est ainsi qu'on pourra repérer nos hématies parasitées. Donc, vous voyez une bonne sensibilité de cette technique d'un parasite par microlitre. Cette technique ne peut pas être mise en œuvre dans tous les laboratoires puisqu'il faut un microscope à fluorescence et une centrifugeuse de tubes à capillaire. Et bien sûr, pour que tout ça fonctionne, il faut de l'électricité qui n'est pas disponible souvent dans les pays en voie de développement, notamment dans les dispensaires. Mais ce sont donc deux techniques de concentration qui peuvent être mises en œuvre en première approche. Ensuite, on a le frottis. Le frottis, c'est aussi la technique de référence. Que va-t-elle apporter par rapport notamment à la goutte épaisse ? Donc le frottis, je vous rappelle, c'est une goutte de sang que l'on va étaler sur l'âme. Donc cette fois-ci, on a une monocouche de cellules. Donc c'est pour ça qu'on n'est plus en technique de concentration. Ce frottis va être coloré au Mecron-Valiemsa, et on va donc rechercher dans les hématies la présence de parasites. Lors des séances de TP, vous apprendrez à repérer ces parasites et à repérer les différentes formes parasitaires que je ne détaille pas dans le cours. Cette technique apporte quoi ?
Elle permet de faire un diagnostic d'espèce. En effet, sur un frottis, on va pouvoir repérer les caractéristiques beaucoup plus fines des parasites et ainsi faire un diagnostic d'espèce. Et il est très important de faire un diagnostic d'espèce. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument différencier Plasmodium falciparum des autres espèces. Les stratégies thérapeutiques sont différentes. Vous verrez lorsqu'on abordera les traitements que Plasmodium falciparum est résistant à certains traitements et comme je vous l'ai dit, c'est aussi l'espèce mortelle. Donc il faut vraiment la repérer pour tout mettre en œuvre pour éviter que ça aille jusqu'au stade d'accès palustre grave et qui peut évoluer vers la mort. Donc le diagnostic d'espèce est primordial et c'est grâce au frottis sanguin qu'on peut l'effectuer. Je vous ai dit également dans les paramètres de gravité, la parasitémie. Sur les méthodes précédentes, on ne pouvait pas faire la parasitémie. Ici, sur le frottis sanguin, on pourra faire la parasitémie. On va compter un champ. On repère par exemple qu'il y a 200 hématies et on regardera combien d'hématies sont parasitées. Et on compte à peu près sur 10 000 hématies et on en a ainsi la parasitémie. Donc c'est une technique qui est laborieuse. On passe en général 20 minutes à lire un frottis sanguin, mais vous voyez qu'elle apporte des éléments qu'on n'a pas avec les autres techniques, puisqu'elle permet de faire le diagnostic d'espèce et la parasitémie. Donc juste pour vous illustrer, donc voici un frottis sanguin. Donc là, on voit un parasite qui est présent dans l'hématie, au centre de la PA positive, et le parasite est capable de produire des granulations de Schöffner. Donc c'est une particularité des espèces non falciparum. Vous reverrez ça en TP, mais les granulations de Schöffner sont abondantes dans les espèces autres que Plasmodium falciparum. Ici, donc vous avez à gauche une photo donc sur laquelle vous pouvez voir les différentes formes parasitaires. En haut, à gauche, vous avez la forme trophozoïde et en bas à droite, la forme schizonte. Donc vous voyez différentes formes parasitaires qu'on retrouve dans les hématies. Vous verrez que ça aussi, ça aide à faire le diagnostic d'espèce. Et sur la droite de la diapositive, je vous ai mis un tableau avec les différents schémas des formes parasitaires que l'on peut retrouver selon les espèces. Si vous regardez un peu attentivement ce tableau, vous voyez que ça se ressemble fortement selon les espèces et qu'il n'est donc pas facile de faire un diagnostic d'espèce de Plasmodium. Donc ceci se fait après une certaine expertise. Donc les techniciens de laboratoire arrivent à faire ce diagnostic d'espèce qui est pourtant primordial. À côté du frottis sanguin, nous avons maintenant à disposition un test d'immunochromatographie. Ces tests rapides permettent de détecter des antigènes parasitaires circulants. Ce sont des tests d'immunodiagnostic qui permettent de faire le diagnostic d'espèces de Plasmodium falciparum et Vivax, qui pour le moment ne sont pas trop au point pour détecter Plasmodium malarié et ovalé. Et ce sont des tests qui ne permettent pas de faire la parasitémie. Donc, c'est vrai que ces systèmes de bandelettes sont des tests très alléchants parce qu'ils sont faciles en termes de lecture, mais leur spécificité, leur sensibilité et le fait qu'on ne puisse pas faire la parasitémie font que ce sont des éléments d'aide au diagnostic, mais pour le moment ne peuvent pas supplanter le frottis sanguin. Donc, comment fait-on un diagnostic de paludisme en France? Le sujet va arriver avec une fièvre au retour d'une zone d'endémie. Si la période de risque de contamination est inférieure à 7 jours, on n'évoquera pas un paludisme. Par contre, si la période de contamination est supérieure à 7 jours, on pourra évoquer et il faudra évoquer un paludisme. Du coup, derrière, des examens biologiques vont être mis en œuvre, le frottis sanguin, la goutte épaisse ou le QBC. Selon les résultats, si c'est négatif, pas de paludisme. Bien sûr, l'examen doit être fait par des gens expérimentés, parce que je vous ai dit que ce n'était pas du tout évident comme diagnostic biologique à réaliser. Par contre, si le
l'examen biologique apparaît positif, il faut absolument faire le diagnostic d'espèce, savoir s'il s'agit de Plasmodium vivax ovale ou malarié, ou au contraire de Plasmodium falciparum. S'il s'agit de Plasmodium falciparum, on regardera si le sujet a des signes de gravité selon les critères définis par l'OMS. S'il n'y a pas de signes de gravité, on mettra un traitement ambulatoire. S'il y a des signes de gravité, la personne sera hospitalisée en réanimation. Donc nous venons de voir un petit peu la stratégie de diagnostic d'une infection à Plasmodium. Donc la clinique plus la biologie. Ça, c'est de la stratégie en France, mais il est difficile, notamment en zone d'endémie, de faire un diagnostic de rechute ou de ce que l'on appelle recrudescence. En effet, lorsqu'on est en France, le sujet a été infecté en zone d'endémie et donc on va faire le diagnostic en France. Et si le traitement ne fonctionne pas, on va dire qu'on a une rechute, puisqu'on va avoir une anomalie clinique ou une réaugmentation de la parasitémie. Par contre, lorsqu'on est en zone d'endémie, la question va se poser, est-ce que c'est une rechute, donc une inefficacité du traitement, ou une réinfection? Est-ce que c'est une nouvelle piqûre infectante? Et si on a traité pour du Plasmodium vivax et qu'il est réinfecté le patient par Plasmodium falciparum, bien sûr, la thérapeutique ne sera pas la même. Donc, il faudra se poser la question. Et l'autre cas, c'est les aspects de réviviscence. Donc, qu'est-ce que c'est que la réviviscence? En fait, c'est une forme parasitaire qui est présente au niveau du foie, dont je ne vous avais pas parlé précédemment. Ce sont les hypnozoïdes. Ces hypnozoïdes sont des formes parasitaires qu'on voit chez Vivax et Ovale, qui vont rester quiescents au niveau hépatocytaire. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il va y avoir transformation de ces hypnozoïdes en mérozoïdes qui vont donc être capables de produire le cycle érythrocytaire. Donc en conséquence, pour ces espèces-là, une fois le traitement de premier accès fait, on pourra malgré tout voir réapparaître quelques années plus tard de nouveaux accès palustres dus toujours à cette espèce parasitaire, car les thérapeutiques ne sont pas en général capables d'agir sur ces formes hypnozoïques. Donc, lorsque le sujet va refaire une crise de paludisme en zone d'endémie, la question sera de se poser, est-ce que c'est un traitement qui a été inefficace? Est-ce que c'est une nouvelle réinfection? Ou est-ce que c'est un phénomène de réviviscence? Et ce phénomène de réviviscence, si on se pose la question en zone d'endémie, on peut également se la poser en France pour les infections à Plasmodium vivax et ovale. Les sujets vont être traités, ce sont des crises de paludisme pas très graves, ils vont être traités, mais 5-10 ans plus tard, ils vont pouvoir refaire une crise de paludisme, bien qu'ils ne soient pas retournés en zone d'endémie. Et d'où la difficulté de faire ce diagnostic, car lors du questionnaire, on ne pensera pas à cette notion de voyage. Or, au départ, je vous ai dit que le paludisme, en France, on l'évoquait sur une fièvre et une notion de voyage. Donc, bien faire attention à ces espèces qui sont heureusement dans des formes beaucoup moins graves, mais pour lesquelles il faudra penser à faire le diagnostic. Pour finir, dans les outils de diagnostic, vous entendrez peut-être parler de sérologie. La sérologie, je vous rappelle, c'est la recherche d'anticorps. Quand est-ce qu'il est intéressant de rechercher des anticorps anti-plasmodium? En effet, cette recherche d'anticorps anti-plasmodium est possible. Mais surtout, on ne l'utilisera jamais pour le diagnostic. Le diagnostic de paludisme se fait par la recherche du parasite ou de ses antigènes, jamais la recherche d'anticorps. Pourquoi? Parce que les anticorps apparaissent tardivement et la maladie aura déjà bien évolué avant qu'apparaissent les anticorps. Donc aucun intérêt de la sérologie pour le diagnostic. Par contre, on va rechercher les anticorps anti-plasmodium dans les dons du sang lors d'une transplantation chez le donneur d'organes. C'est ainsi qu'on va voir si le sujet a déjà été en contact avec un plasmodium. Je vous ai dit précédemment qu'il pouvait y avoir des paludismes post-transfusionnels ou de transplantation. Donc, dans les moyens pour éviter ces paludismes,
on recherche non pas le parasite, mais on recherche les anticorps qui permettent d'avoir une trace comme quoi le sujet a été en contact avec un plasmodium et donc soit d'éliminer le sang du don du sang, soit de mettre en œuvre une thérapeutique chez le receveur d'organes. Donc la sérologie n'est que dans ce cadre-là. Autrement, elle peut être également pratiquée pour des enquêtes épidémiologiques. Mais retenez, en aucun cas pour le diagnostic.